Salut mes chers chefs, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes manager, chef d'équipe, chef d'entreprise, chef de votre vie, ou que vous avez envie de l'être prochainement. Être chef, ce n'est pas juste manager une équipe, c'est plutôt une manière d'être, une manière de vivre, une manière d'avoir de l'impact sur le monde, à commencer par son propre monde. Être chef, c'est aussi avoir conscience de son rôle et de ses responsabilités, c'est avoir envie de s'occuper des gens, d'une équipe. C'est aussi être garant et garante de l'harmonie des relations au travail et d'accompagner nos collaborateurs et nos collaboratrices dans leur évolution. Ici, dans ce podcast, on explore ensemble le rôle de chef, toutes ses facettes, ses difficultés, l'état d'esprit aussi qu'il faut avoir pour l'être, les pratiques de management et l'impact que ce rôle a plus largement sur nous. Je m'appelle Sophie Plumer, je suis chef d'entreprise, productrice de podcasts RH et RSE et coach en management. Mais avant de me lancer dans l'entrepreneuriat en 2021, j'étais consultante en management, puis responsable RH dans une entité d'environ 1000 personnes et je menais des opérations RH en manageant une équipe de 15 collaborateurs. C'est avec ces différentes casquettes que j'ai appris que la pièce maîtresse de toute organisation, c'est le manager. S'il est bon, c'est génial, s'il n'est pas bon, ça fait de gros dégâts. Donc en 2020, je me suis engagée dans l'aventure du podcast pour donner la parole à des chefs inspirants et inspirantes et pour vous partager mes bonnes pratiques afin de vous accompagner au mieux dans votre rôle. 3 ans plus tard, Chef, c'est un podcast de plus de 60 épisodes. C'est aussi un studio de production de podcasts pour entreprises. Ce sont des accompagnements individuels et collectifs sur des sujets de management et ce sont des formats qui fédèrent des chefs de tous les horizons à travers des groupes d'entraide, des dîners et des escapades entre chefs. Bref, ici, on parle, vous l'aurez compris, de management, de leadership, d'impact positif, de futur du travail, de santé mentale et physique et de développement personnel. J'espère sincèrement que chaque épisode vous fera grandir dans votre rôle et vous donnera des clés pour être plus aligné et avoir un impact positif sur votre environnement professionnel. Avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à laisser un commentaire sympa. Bonne écoute! Bonjour Alexis, bienvenue sur Chef. Bonjour Sophie, ravi d'être là. Alexis, vous êtes le président du groupe Seven. Seven regroupe 7 marques spécialisées dans le post-mortem, qui va de la conservation des corps jusqu'à l'acheminement des monuments funéraires. Vous êtes une entreprise basée à Rennes, comptez 100 collaborateurs, une centaine de collaborateurs, et vous pesez 36 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je vous confirme, les chiffres sont bons. Les chiffres sont bons, j'ai bien fait mon travail. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et présenter le groupe au-delà de la présentation que je viens d'en faire ? Donc oui, je suis Alexis Jubert, donc je suis le président de Seven. Donc Seven, c'est un groupe qui vient juste de naître, qui est né il y a 2 mois, parce que j'avais besoin en fait de permettre à nos clients de comprendre effectivement l'histoire de notre groupe qui est tout nouveau et qui est né de l'union de 2 entreprises. La première que j'ai acquise il y a à peu près 3 ans maintenant qui s'appelle GPG Granit, qui est concepteur de monuments funéraires ou de pierres tombales, et la deuxième entreprise qui est Isofroid dont j'ai fait l'acquisition cet été et qui s'occupe de tout ce qui est conservation du corps, que ce soit pour les soins de thanatopraxie, mais aussi tout ce qui est conservation des corps dans les salles techniques des chambres funéraires et aussi tout ce qui est dans le médical, pour tout ce qui concerne les morgues. Et donc on a uni l'ensemble de ces 2 sociétés qui avaient plusieurs marques, donc notamment 7 marques, sous un même groupe qui s'appelle Seven pour adresser le marché du post-mortem. Ok. Bon alors, vous êtes conscient que c'est un secteur qui est peu banal, dont on entend Je confirme. à la fois parfois souvent parler, parce que forcément la mort fait partie de la vie et dont on entend parfois peu parler, notamment dans le monde du business. Comment on en vient à diriger une entreprise spécialiste du post-mortem ? Alors je vais être franc, c'est un peu par hasard. Je pense qu'avant tout, j'avais envie d'entreprendre. Je pense que c'est surtout, je dirais, mon envie entrepreneuriale qui m'a fait en fait arriver dans ce marché. Parce que voilà, j'ai eu l'opportunité il y a 7 ans de rencontrer un dirigeant qui avait l'envie de céder son entreprise. Et donc, à un moment donné, quand vous êtes entrepreneur et que vous avez envie d'entreprendre et que vous avez une opportunité, vous y allez. Après, j'ai la chance que l'entreprise que j'ai reprise il y a 3 ans, donc GPG Granit, correspondait aussi à un milieu qui me correspondait, notamment où il y a beaucoup de relations humaines, où l'humain est important, où j'ai vraiment l'impression de ce que je fais sert à quelque chose. Alors, je dis pas que pendant 20 ans avant, j'ai fait des choses qui servaient à rien, mais
pense que voilà, ce que je fais maintenant me parle mieux. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé là. Et ce qui me fait plaisir à titre personnel, c'est qu'à la fois, je réalise ce que je souhaite professionnellement, c'est-à-dire être entrepreneur, et de faire un projet qui me correspond à titre personnel, parce qu'on accompagne les familles dans un moment, comme vous l'avez dit, très particulier, qui est la fin de la vie, qui est un sujet qui est pas simple, mais en même temps que j'ai envie d'adresser, de parler. Et je pense qu'on peut parler de beaucoup de choses, à condition effectivement de savoir utiliser les bons mots, les bons termes. Donc je suis ravi de pouvoir partager effectivement cette expérience. Vous avez dit qu'aujourd'hui vous trouviez un sens particulier à votre rôle et puis à votre métier. Quel sens vous trouvez à diriger le groupe Seven ? C'est un point que j'avais pas anticipé en tant qu'entrepreneur, c'est le côté très humain. Quand vous êtes dirigeant d'entreprise, vous n'êtes pas dans l'opérationnel pur. C'est pas vous qui faites que vous répondez pas à un devis directement. Alors vous allez voir des clients, mais c'est pas vous qui êtes dans l'action quotidienne. Et votre rôle est plutôt d'animer, je dirais, l'entreprise. Et donc il y a un rôle qui est très lié aux relations humaines, donc qui sont en relation avec les collaborateurs, les collaboratrices, qu'ils soient managers, qu'ils soient directeurs, et d'essayer effectivement d'impulser quelque chose. C'est quelque chose, c'est la vision, c'est l'animation, l'ADN de l'entreprise. Et en fait, j'ai pris goût à ça. J'ai découvert cette partie de l'entrepreneuriat, du rôle du dirigeant, et qui est un rôle prenant. Et en plus, je trouve que dans mon métier et dans mon marché, on a ce rôle d'animer, je dirais, la culture de l'entreprise avec tous nos collaborateurs. Et j'essaye aussi d'en parler à l'extérieur aussi de mon métier, parce qu'on est sur un marché de la fin de la vie. Tout à l'heure, je vous ai dit, on parlait des IML, les instituts médico-légaux. Accessoirement, les gens, ils n'en parlent pas. Et ce que je trouve, c'est un peu dommage, parce que ce sont des gros marchés, il y a beaucoup d'acteurs. Et je pense que c'est des métiers qui ont besoin d'être connus et reconnus, que ce soit pour tous les métiers qui accompagnent les familles directement, ou les métiers qui sont les métiers derrière ces métiers-là, donc qui sont notamment les métiers de mes collaborateurs. Donc c'est pour ça que je communique beaucoup, et j'ai pas de tabou sur le sujet en fait. Ça me pose pas le problème d'en parler. Il faut juste comprendre qu'on est sur ce moment-là de la fin de la vie, et donc il faut essayer de le comprendre pour en parler de la manière la plus sereine. Mon podcast s'appelle Chef, parce que j'explore à travers mes différentes rencontres et interviews ce terme de chef, où chacun peut y mettre finalement beaucoup d'imaginaire et une partie de soi. Ça veut dire quoi pour vous être chef, Alexis ? Alors je dirais que être chef, pour moi, c'est avant tout, trouver les bonnes personnes. Quand vous êtes dirigeant, si vous ne trouvez pas les bonnes personnes, vous ne pouvez pas avancer. Donc il faut trouver les bons collaborateurs, soit à l'extérieur en recrutement évidemment, mais ça peut être aussi à l'intérieur. C'est que vous avez souvent des talents que vous découvrez, et c'est d'identifier quels sont les collaborateurs futurs qui vont pouvoir prendre des rôles de responsabilité ou des rôles d'experts, parce qu'il y a deux moyens d'évoluer dans l'entreprise. Elle n'est pas que verticale, elle peut être aussi horizontale sur des rôles d'experts. Donc ça, c'est je dirais le rôle du dirigeant, d'essayer de trouver effectivement ces collaborateurs qui vont faire que l'entreprise va être en mouvement, va permettre d'avancer et de répondre aux besoins futurs, et notamment aux besoins des familles. Il y a beaucoup d'instinct, mais il y a aussi d'échanges avec le collaborateur, après d'évaluer aussi les performances de chacun. Et après, c'est de mettre les ingrédients pour que ça fonctionne. Moi, je suis là pour donner des ressources. Je suis pas là pour les exploiter, c'est pas mon rôle, c'est là le rôle des collaborateurs, des managers, des directeurs, mais c'est de mettre les moyens. Alors les moyens, c'est des moyens qui sont financiers. Donc c'est d'abord, est-ce qu'on a bien les ressources financières pour investir ? Donc ça, c'est tout simplement de l'argent pour pouvoir faire des investissements qui soient des investissements matériels, que ce soit dans des locaux, des plateformes logistiques, ou des investissements immatériels. Ça peut être par exemple des développements informatiques. Et les autres moyens, ce sont souvent des ressources humaines. Comment aller chercher des ressources humaines qui peuvent être internes à l'entreprise, c'est-à-dire des recrutements internes à l'entreprise, ou externes, c'est de l'accompagnement. Moi, je fais beaucoup de formations pour mes collaborateurs. Alors, tout type de formation, ça peut être des formations managériales, par exemple, mais ça peut être des formations en anglais, ça peut être parce que là, on veut devenir international, par exemple, donc c'est tout bête, mais si vous voulez faire l'international, si vous ne parlez pas anglais, ça aide pas trop. Ça peut être des formations également techniques, mais d'essayer de trouver les bonnes ressources. Et ça peut être aussi des formations par exemple, dernièrement, j'ai accompagné un collaborateur sur la gestion de son stress. C'était un super collaborateur, il est toujours super collaborateur, mais il avait un
un gros potentiel, mais il n'était pas capable, enfin, il avait une difficulté à gérer son stress, qui l'empêchait, je dirais, de passer. Il est toujours un peu à un plafond de verre, comme on dit. Et donc, du coup, je l'ai accompagné dans une formation. J'ai trouvé quelqu'un que j'avais rencontré à travers le réseau APM et qui l'a aidé à passer cette barrière-là, de devenir meilleur. Donc, pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait d'identifier les collaborateurs qui vont pas être d'entreprise, de grandir, pardon, il y a aussi ce rôle de se dire, une fois que je les ai trouvés, comment je fais pour les faire grandir ? Du coup, je vais mettre des ressources nécessaires pour le faire, quoi. Comment vous avez appris à être chef ? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si on apprend à être chef, parce que je pense qu'on apprend continuellement. Je dirais qu'on apprend en faisant. Enfin, moi, c'est ma théorie et ma pratique. Je considère que c'est en faisant qu'on apprend. Donc, je suis très pragmatique. Je pense que c'est aussi dans mon tempérament. Mais on apprend en faisant, on apprend en s'informant. Donc, je lis beaucoup effectivement dans le domaine économique. Mais pas que. Si j'ai un sujet, je ne vais pas hésiter à aller chercher des bouquins à droite à gauche, et notamment sur la structuration de mon entreprise, parce que voilà, j'avais envie de la faire grandir. Quand je suis rentré dans l'entreprise il y a 7 ans, on était moins de 20 collaborateurs, on faisait 12 millions. Aujourd'hui, on est 100 collaborateurs, on en fait 36, donc on a une croissance qui est assez importante. Ça m'a soulevé plein de questions de dire, OK, comment je vais faire pour structurer tout ça ? Je voulais jamais me mettre dans le rouge. Je ne veux pas me mettre dans le rouge, donc je ne travaille pas plus de 40 heures par semaine, hein, faut savoir. Je ne suis pas un dirigeant qui travaille 80 heures. J'ai une vie de famille à côté, donc à chaque fois, je me suis posé la question de qu'est-ce que je devais faire au sein de mon entreprise pour me permettre de, à la fois, répondre à mes ambitions, parce que je suis quelqu'un d'ambitieux, j'ai envie de faire des choses et j'ai encore plein de choses que je souhaite faire, mais en même temps, de bien le vivre. Donc, ça, je dirais qu'on s'entoure. Donc, moi, par exemple, je suis parti du réseau APM, mais je fais aussi appel à des experts à côté que je vais rencontrer, discuter. Alors, ça peut donner lieu ou pas à des actions concrètes. Mais par exemple, je me suis fait accompagner par la construction de ce qu'on appelle chez nous le COMOP et le CODIR, qui sont 2 instances hyper importantes pour moi dans l'organisation et le pilotage de l'entreprise. Donc le COMOP, par exemple, c'est une instance qui gère tout l'aspect opérationnel de l'entreprise, donc ça réunit tous les managers et directeurs, et l'objectif, c'est mensuellement, on vérifie que les indicateurs de performance, on a atteint les objectifs. Donc c'est très binaire, hein, c'est blanc ou noir, hein, vous avez atteint l'objectif, oui, vous n'avez pas atteint l'objectif, non, et puis après vous définissez des axes de progrès pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Mais ça permet de suivre opérationnellement l'entreprise, de savoir si elle est saine, notamment en termes de service client, de qualité de service client, en termes de réactivité. Alors, il y a tous les indicateurs, hein, ça va de la réactivité sur un devis jusqu'à la gestion, par exemple, des créances clients, de savoir est-ce qu'on a bien récolté effectivement tout l'argent, parce que vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas payer les salaires. Donc, tous les services font cet exercice-là. Et j'ai fait la même chose pour le CODIR. J'ai construit mon CODIR en me faisant accompagner. Comment vous êtes devenu chef ? Vous me dites, en fait, c'est un exercice du quotidien et je vais chercher des ressources et je m'entoure pour exercer au mieux mon rôle, quoi. La vision que vous avez, en tout cas, de votre rôle et de là où vous avez envie d'amener votre entreprise. Alors, je pense qu'il y a un vrai besoin d'être curieux. On n'est pas chef si on n'est pas curieux. Okay. Enfin, on peut pas être chef si on n'est pas curieux. Parce que la différence par rapport à un manager, un directeur, c'est qu'un manager ou un directeur, quand il a besoin de poser une question, il peut poser la question à son dirigeant. Moi, j'ai personne au-dessus de moi. J'ai pas donc, je peux éventuellement poser la question à mon directeur, mais généralement, ou à mes managers, mais moi, je suis déjà en train de me projeter à ce que devrait être l'entreprise dans 3 ans. Donc, je suis déjà, en fait, je suis pas en train de... dans le quotidien. Vous n'êtes pas dans le même espace-temps, ouais. Exactement. Donc, je dois jouer avec cet espace-temps, je dois faire preuve d'élasticité, mais du coup, il faut que je trouve la réponse autre part. Donc, je ne peux pas la trouver dans l'enceinte de l'entreprise. Elle est obligatoirement à l'extérieur. Donc, je dois me nourrir à travers mes clients, je dois me nourrir à travers d'autres expériences, à travers la lecture. Puis, je me nourris aussi de ce que j'ai envie de faire. Je me dis, voilà où je veux aller. Et comme je dis souvent à mes collaborateurs, ça les surprend un peu, je dis, mais moi, vous savez, je suis juste un simple collaborateur comme vous. La seule différence, c'est que j'ai une fiche de poste qui est différente, qui n'est pas concrète comme vous. Moi, j'ai qu'est-ce que doit être l'entreprise en 3 ans. Donc, je sais exactement ce que je veux. Et donc, après, je vais faire en sorte de mettre les moyens, les ressources pour atteindre l'objectif que je me suis fixé. Alors, généralement, je suis seul à le connaître, mais c'est un peu c'est la seule différence. Mais après, je le partage un peu avec mon CODIR, mais c'est vrai que j'ai une vision plus long terme que l'ont mes collaborateurs.
vous m'avez dit au début de notre échange que la manière dont vous êtes arrivé dans ce milieu du post-mortem, c'était avant tout par envie d'entreprendre. Elle vient d'où, cette envie d'entreprendre ? Je n'ai aucune idée, en fait. En toute transparence, je ne sais pas. J'ai toujours voulu faire ça, en fait. Des petits, Alors, petit, je ne sais pas, mais en tout cas, quand je suis sorti de l'école d'ingénieur, je me suis dit, je vais entreprendre. Alors, la différence de beaucoup d'autres, c'est que je n'ai pas entrepris tout de suite. Je ne me sentais pas prêt. J'avais besoin de me construire moi-même. J'avais besoin d'apprendre des choses. Je n'ai pas fait de MBA. J'ai fait mon école d'ingénieur. Après, je suis parti dans la vie professionnelle. Je n'ai pas fait de master derrière. Et j'ai pris le temps d'apprendre en fait l'ensemble des métiers de l'entreprise pour m'assurer que le jour où j'entreprendrai, je sois prêt d'un point de vue personnel et professionnel. Parce que je pense qu'il y a un vrai travail sur soi-même quand on est chef. Il faut avoir les compétences, c'est une chose. Donc ça s'acquiert. Il faut être prêt moralement. Et je discutais hier justement avec quelqu'un qui accompagne les dirigeants. Moi, je vois mon métier comme un sportif de haut niveau. En fait, il y a une vraie préparation à faire, qu'elle soit psychologique, mentale, physique. Parce que si on veut pouvoir être bon, il faut effectivement se préparer. Et c'est ce que j'ai fait pendant 20 ans pour me préparer, pour du coup devenir entrepreneur, être dirigeant. Et après, je continue à entretenir ça jusqu'à un moment donné où je pense que j'ai envie de faire autre chose. Mais bon, en tout cas, c'est pas pour maintenant, en tout cas. Justement, cette vision que vous avez du groupe Seven, quand on a préparé notre échange, une des premières choses que vous m'avez dites, c'est ma vision, c'est de passer d'une PME à une ETI, donc de passer d'une petite et moyenne entreprise à une entreprise de taille intermédiaire. Donc, il y a une notion de croissance, il y a une notion de développement. Pourquoi c'est votre vision et comment vous la nourrissez ? Alors, ma conviction, c'est qu'une ETI est une entreprise de taille intermédiaire, mais aussi une entreprise de taille idéale. C'est-à-dire qu'en fait, on atteint un niveau, une taille où l'entreprise est beaucoup plus résiliente. Une PME, il ne faut pas généraliser, mais je pense quand même qu'elle est dans une zone d'inconfort. Fragile ? Elle est plus fragile économiquement. Et donc, du coup, elle peut effectivement, je dirais, souffrir d'aléas qui ne dépendent pas d'elle. Je pense que le bon exemple que tout le monde a en tête, c'est le Covid il y a quelques années, qui a pu et va, à mon avis, faire souffrir un certain nombre de PME qui ont des revers de bâton, notamment en ce moment, avec une économie qui est un peu plus qui ralentit, et qui, du coup, sont moins résilientes et n'ont pas, du coup, à la fois les capacités organisationnelles ou financières pour pouvoir effectivement rebondir. Des reins pas assez solides, comme on dit. Exactement. Vous êtes un peu dans une zone d'inconfort. La TPE est très agile, parce que voilà, elle a peu de ressources, donc elle a peu de charges. Donc l'avantage, c'est qu'elle peut facilement, je dirais, aller de va-et-vient sans problème. La PME, elle commence à avoir des charges qui sont quand même significatives, des charges fixes, donc notamment des charges financières par rapport à la base salariale, mais aussi par rapport aux locaux. Donc elle est dans une certaine zone d'inconfort et que si elle n'a pas atteint un certain point, elle peut être fragilisée. Et dans un service, quand par exemple vous avez 5 collaborateurs, en fait, si vous devez en retirer un, vous mettez le service à mal et en fait vous continuez à mettre sous pression l'entreprise. Là où l'ETI a beaucoup plus d'agilité, je pense, beaucoup plus de résilience. Et donc ça, c'est important à mon avis d'atteindre ce point-là. La zone entre les deux, ce qui est le cas aujourd'hui de Seven, on est dans cette zone-là, elle est beaucoup plus fragile et du coup, c'est pas une bonne zone. Et Seven, on doit atteindre effectivement cette zone de taille intermédiaire qui, moi, je fixe à peu près entre 70 et 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je pense que notre Seven peut atteindre d'ici 4 à 7 ans ce chiffre d'affaires, plus effectivement sûrement de ses collaborateurs, en diversifiant nos offres, que ce soit offre de services ou offre de produits, ce qui nous permettra de mieux rebondir s'il y a des changements, que ce soit dans la consommation. Parce que même si je suis une entreprise qui travaille pour les familles, il faut savoir que je reste une entreprise qui doit faire des profits pour continuer à vivre et à avancer. Mais du coup, si vous avez un marché qui se retourne, si vous travaillez dans d'autres marchés, c'est pas grave. Vous perdez peut-être du chiffre d'affaires, mais vous pouvez rebondir sur un autre marché, réallouer vos ressources, qu'elles soient humaines ou financières, et du coup aller conquérir d'autres marchés. Donc c'est pour ça que cette zone intermédiaire, moi je la trouve pas confortable.
Mais voilà, après, je trouve que c'est passionnant de se dire qu'on peut emmener l'entreprise aussi à ce niveau-là et de permettre aussi aux collaborateurs d'évoluer, parce que c'est ça aussi que vous donnez comme opportunité, c'est que quand vous grandissez, vous ouvrez des portes d'évolution au sein de l'entreprise, que ce soit hiérarchique, des managers qui peuvent devenir directeurs, des collaborateurs qui peuvent devenir managers, ou des rôles d'expertise, d'avoir des experts dans des domaines particuliers que vous créez. Vous avez commencé à nous en parler dans la manière d'amener donc Seven dans cette croissance, dans ce développement. Vous avez organisé vos instances de direction à travers un COMOP et un CODIR. Pourquoi est-ce que vous avez créé ces deux instances ? Pour se donner les moyens, quand je vous parlais tout à l'heure d'avoir de moyens, c'est que l'entreprise, si elle veut réussir à atteindre son objectif, elle a besoin de moyens. Et dans l'ensemble des moyens, on n'a pas parlé jusqu'à présent, mais il y a aussi les moyens organisationnels. Si vous n'avez pas l'organisation pour atteindre votre objectif, vous n'y arriverez pas. Moi, c'est ma conviction profonde. Et le COMOP et le CODIR servent à ça. C'est-à-dire vous avez les ressources pour pouvoir piloter l'entreprise et pouvoir avancer. Je vous donne un exemple précis. Par exemple, on a un indicateur qui est important chez nous, qui est la réactivité par rapport au devis. On sait que si on est réactif sur les devis, on transforme nos commandes. Donc, si je veux m'assurer de pouvoir m'occuper, par exemple, d'aller identifier des potentiels cibles de croissance externe, donc des sociétés que je pourrais racheter dans les prochaines années, je dois m'assurer qu'à côté, mon entreprise continue à tourner de manière correcte. Donc, quand je sais que la réactivité est bonne, je ne me fais pas de soucis, en fait. Je sais que derrière, j'ai les moyens qui vont me permettre de me maintenir et de soutenir ma croissance. Donc, il faut être préparé pour ça. Il faut avoir des instances qui vont vous garantir que vous avez des bases solides. Sans base solide, vous vous heurtez à, comme on dit souvent, habiller Paul pour déshabiller Jacques, déshabiller Jacques pour appeler Paul. Ça sert à rien, en fait. L'intérêt, c'est de pas perdre vos acquis. Et donc, tout l'enjeu, c'est aussi d'évoluer de PME vers ETI, tout en gardant son ADN, avec une organisation qui est bien structurée. Et c'est vrai que nous, on est déjà organisé comme une ETI. Mais par contre, je n'ai pas atteint la taille. J'ai rencontré plusieurs dirigeants, notamment la semaine dernière, qui sont plutôt dans un format petite et moyenne entreprise, donc PME, qui sont encore très omniprésents finalement dans la gestion de leur entreprise et qui fonctionnent en bilatéral avec des directeurs ou des responsables qui peuvent avoir, responsables financiers, responsables des ressources humaines, etc. Et quand je leur parlais de notre échange et notamment de la mise en place de ces instances, ils étaient très intéressés en disant à quel moment on doit mettre en place des instances collectives et plus rester, entre guillemets, en tant que seul maître à bord. Donc, à quel moment et qui est-ce qu'on met dans ces instances ? Est-ce que, j'imagine, ce sont des questions que vous vous êtes posées. Est-ce que vous pouvez leur apporter quelques éclairages à ces dirigeants d'entreprises qui sont au stade avant le vôtre ? Je dirais le timing, tout dépend de ce que vous voulez faire. Ce que vous voulez faire ou comment vous voulez vivre au quotidien la vie dans votre entreprise. Je rencontre également beaucoup de dirigeants qui sont très omniprésents dans leur entreprise parce qu'ils ne supportent pas de ne pas avoir une vision sur tout. Moi, ça ne me dérange pas aujourd'hui. Je m'éloigne parce que je considère que je ne suis pas bon. Quand vous êtes dirigeant, en fait, sans vous en rendre compte, vous êtes happé par plein de sujets et donc vous êtes moins présent dans l'opérationnel, dans les détails. Donc, toutes les prises de décision que vous faites, parce qu'en fait, les collaborateurs vous écoutent, en fait, si vous parlez, les gens font. Sauf que c'est pas parce que vous parlez que vous avez raison. Donc, du coup, rapidement, j'ai compris qu'en fait, j'avais tout intérêt à ne pas parler, parce que sinon, je me trouvais dans une situation où j'allais donner mon propre avis, mais qui était peut-être pas celui qui était bon parce que j'avais pas l'expertise, ou j'avais plus l'expertise, ou que je l'avais perdu parce que justement, j'étais loin des sujets. Donc, très vite, j'ai voulu organiser l'entreprise autour de ça. De me dire que il y a sûrement meilleur que moi dans l'entreprise pour répondre à la question. Donc, mon rôle, c'est de trouver les bonnes personnes au bon endroit. Donc, après le timing, je dirais qu'on peut mettre en place un COMOP, un CODIR, et taille d'entreprise, même au niveau de 30 personnes. Je pense que ça dépend aussi de ce qu'on veut atteindre comme objectif derrière. Ce qu'il faut être conscient, c'est que ça a un coût. Okay. C'est quand vous recrutez des managers ou des directeurs, ça a un coût quand même. Donc, faut accepter aussi ça. Moi, j'ai accepté de payer ce coût-là parce que j'en avais besoin pour faire évoluer l'entreprise, pour atteindre l'objectif que je me suis fixé d'être une ETI dans les 5 à 7 ans qui arrivent. Donc ça, c'est un objectif professionnel.
Et l'autre objectif, c'était totalement personnel, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je travaille 40 heures par semaine et je ne travaillerai pas 41 heures, donc il est hors de question. Donc pour ça, j'ai aussi accepté de rémunérer, d'avoir des équipes autour de moi qui me permettent de ne pas être dans tous les sujets, toute la semaine, 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7, et donc de vivre ma vie professionnelle de manière sereine. Et donc je l'ai fait très tôt. Je l'ai fait dès que j'ai pu, il y a 3 ans, le ComOp il a 5 ans, et le CODIR il a 3 ans. Donc après ça prend du temps de les instaurer. Le ComOp on a mis 1 an pour bien l'installer proprement, tous les indicateurs pour que ça soit pertinent. Et le CODIR, on a été un peu plus rapide, on a mis 6 mois, mais on s'est fait beaucoup accompagner sur la manière d'œuvrer et d'organiser le CODIR. Ouais, alors ça m'intéresse aussi, parce que c'est bien beau de se dire qu'on met en place ce type d'instance. Ensuite, il faut les faire vivre. Donc, qui est-ce que vous avez autour de la table? Comment vous avez choisi ces personnes? Est-ce qu'il y a eu des changements, par exemple, ou des recrutements spécifiques? Et puis, qu'est-ce que vous vous dites dans ces instances? Parce qu'une fois qu'on s'imagine, voilà, on est 5, 10 autour de la table, on s'appelle CODIR, c'est super. Maintenant, qu'est-ce qui se dit dans un CODIR? Alors, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'on se dit toujours, mais qu'est-ce qu'on va faire à l'ordre du jour du CODIR? Est-ce qu'on va pas quand même définir la stratégie tous les mois? Moi, mon CODIR, ça va vous faire rigoler, mais mon CODIR, il y a une entrée, un plat, un dessert. Ok. C'est organisé comme un déjeuner. En entrée, on fait les chiffres au bilan financier de l'entreprise. Donc là, on est dans les chiffres, on est vraiment dans le compte de résultats, dans le bilan, dans la trésorerie générée, parce qu'en fait, c'est un élément, ce sont pour moi des données qui concernent le CODIR pour savoir si l'entreprise est saine, et que tous les acteurs du CODIR aient une vision de l'état de santé financière de l'entreprise, qui est quand même un élément clé d'une entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise qui ne va pas bien financièrement, accessoirement, elle ne va pas très très loin. Donc ça, c'est un élément clé. Souvent après, il y a des éléments de partage plus de la vie courante de l'entreprise. Là, on prend une petite demi-heure, on est toujours dans l'entrée. Ça peut être des sujets RH compliqués, par exemple, des licenciements, par exemple, qui sont des sujets toujours un peu costauds, ou des sujets que chacun souhaite partager. Alors, c'est quand même un temps réduit, mais qui ne pourrait pas être partagé avec des managers. Et ensuite, on va avoir... donc là, on est dans l'entrée, on va avoir le plat, et là, le plat, on va traiter un sujet. Et c'est le principe de... Alors, on a tiré ça j'ai tiré ça d'un bouquin que j'avais fait, alors j'ai oublié son nom, d'un général, qui avait expliqué que c'était dans la Deuxième Guerre mondiale, si on n'avait pas ouvert un deuxième front, donc durant la Deuxième Guerre mondiale en 39-45, il y avait eu le front d'un côté qui était l'Ouest, mais si on n'avait pas ouvert le deuxième front, on n'aurait pas gagné la guerre. Et l'action qui a été faite par les généraux à ce moment-là, c'était la décision, c'était si on ouvre un deuxième front, alors on va gagner la guerre. Donc ce qu'on fait durant le repas, c'est qu'on prend un sujet et on dit si on fait ça, alors il y a une conséquence. Donc ça peut être par exemple un sujet qui peut être la croissance externe. Si on ouvre un nouveau marché, alors on sera plus résilient. Et donc on va débattre sur ce sujet-là et après chacun doit travailler en amont, ça se fait pas, il y a toujours un travail en amont. Ça peut être aussi sur des sujets de structuration interne, dire si on crée un nouveau service marketing, alors on se donnera les moyens de communiquer et d'animer mieux nos marques. Plein de sujets comme ça, donc là après c'est à moi de trouver les sujets. Alors, je ne les trouve pas par hasard, généralement j'en discute avec mes directeurs, j'essaie de trouver un peu les sujets, et on va se nourrir le sujet-là. Faut pas attendre de ce moment de repas de prendre une décision. Il n'y a pas de décisions qui sont prises à ce moment-là, c'est juste une vraie réflexion stratégique sur ce qui pourrait advenir dans les mois et années à venir. Et après on a le dessert, et lors du dessert, par contre là on prend une décision, on dit est-ce qu'on a intérêt ou pas à viser ça, et si on veut viser, quels sont les moyens qu'on devrait mettre en œuvre pour le faire. Donc là, on a une décision qui va dire, c'est souvent un go, no-go. Par exemple, une des réflexions qu'on a en 2024, c'était la création d'une marque plutôt low cost pour les pierres tombales, parce qu'on savait que sur ce périmètre-là, on n'était pas bon. Donc on a acté qu'on devait créer une marque un peu entrée de gamme, qu'on a appelée Ecopierre, et donc on a acté cette décision-là, mais le CODIR s'arrête là. Il prend la décision qu'on crée une nouvelle marque, elle doit être entrée de gamme, et ensuite, le sujet est transmis au ComOp. Et c'est bien au ComOp de mettre en œuvre le sujet et pas au CODIR. Vous vous réunissez à quelle fréquence? C'est une fois par mois. Okay. Sur une demi-journée ou une journée, suivant les sujets. Vous êtes combien autour de la table au CODIR? On est 8. Et ce qui est important, c'est que toutes les entités de l'entreprise et tous les services doivent être représentés. Donc, il y a la direction commerciale, il y a la direction du service client, vous avez la direction de la supply chain, la direction des ressources humaines, la direction financière,
direction marketing, et la direction innovation organisation chez nous, qui est tout ce qui est lié au digital, informatique, d'entreprise. Quel est votre rôle dans l'animation de ce CODIR ? Mon rôle, c'est de bien définir le sujet au départ. Donc, comme je vous dis, je parlais tout à l'heure, le fait de si nous faisons ça, alors. Donc là, c'est de bien trouver la bonne thématique. Donc ça, c'est important de bien la décrire, de bien trouver les bons termes. Donc là, je travaille pas mal effectivement en amont pour que ce soit le plus clair possible pour tout le monde. Je l'explique à tout le monde aussi en amont. Et je peux passer du temps un peu individuel avec chacun en amont du CODIR pour que du coup, chacun puisse préparer. Parce que s'il n'y a pas de préparation, ça ne marche pas. Enfin, les instances CODIR qui se réunissent une demi-journée sans aucune préparation, généralement, je pense que c'est beaucoup de temps de perdu. Donc il y a un vrai travail préparatoire. Et après, lors de la journée même ou de la demi-journée qui est traitée, l'objectif, c'est que chacun puisse s'exprimer. Autour de la table, on est 8, on représente l'entreprise et pas son service, mais pour autant, on a tous des qualités et des compétences différentes. Les ressources humaines vont voir le sujet de manière différente des technos que du marketing. Et tout l'intérêt, c'est d'essayer de faire que tout le monde s'exprime et tirer le fil conducteur de chacun. Et quand je ressens à un moment donné que le sujet peut être intéressant par quelqu'un, je vais essayer de forcer pour que du coup la personne puisse s'exprimer le plus possible pour justement avoir la meilleure représentativité possible. Parce qu'on peut très vite s'orienter sur un sujet très technique, on va très vite parler d'informatique, etc. Et que c'est peut-être pas là qu'en fait c'est vraiment le sujet, il est peut-être autre part. Donc il y a un vrai rôle d'écoute. Je prends pas beaucoup la parole, je laisse beaucoup exprimer les directeurs, sauf si je considère qu'on est hors sujet. Mais là, c'est vraiment un temps d'expression de chacun. D'où le fait de la préparation. Je reviens, sans préparation, ça sert à rien. S'il y a un conseil que je peux donner, faire un CODIR sans avoir préparé son CODIR, vous perdez votre temps. Vous blablatez, vous tournez autour du sujet, vous le survolez. Il faut bien passer 1 heure et 2 heures avant à réfléchir au sujet. Alors après, est-ce que ça aboutira les idées de chacun ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça doit alimenter le sujet. Donc après, mon rôle, c'est vraiment d'animer, d'essayer que tout le monde s'exprime et de relancer quand je sens qu'effectivement, il peut avoir un sujet qui est intéressant. Quand je vous entends et que je vous écoute, ce qui me marque, c'est finalement la posture que vous avez à travers tout ce que vous nous dites, le temps de travail que vous avez, les instances que vous avez mises en place, le rôle dans ces instances, qui est un rôle un peu de retrait, d'observation de l'entreprise et alors bien sûr d'action, de vision. Donc c'est pas du tout un rôle passif, au contraire. Ça me donne vraiment un effet de prise de recul très importante pour laisser le collectif et les individualités s'exprimer et faire. Et derrière ma question, c'est quand je rencontre aussi parfois des dirigeants, il y a souvent de l'ego dans les dirigeants qui parfois prennent beaucoup de place et c'est positif ou négatif, j'ai pas d'avis là-dessus, mais en tout cas la présence du dirigeant elle est très importante, notamment dans des tailles d'entreprises petites ou moyennes. Donc moi je suis intéressée de savoir, vous, est-ce que vous avez travaillé sur votre posture, sur votre ego, sur la manière dont vous aviez envie d'influencer l'entreprise. Je sais pas si ma question elle est très claire, si, mais elle est même très pertinente. Je dirais que il y a un petit côté un peu ingrat quand on est dirigeant. C'est qu'à chaque fois que vous parlez dans l'entreprise, les gens vous écoutent et ils prennent pour argent comptant ce que vous dites. Je l'ai pris à mes dépens de temps en temps. C'est que dans le moment où j'étais purement de réflexion, je l'ai exprimé et du coup les gens ont pris le sujet pour argent comptant. Donc dire ok, c'est ça. Non, en fait je suis juste en train de vous exprimer une idée, j'ai absolument pas réfléchi à mon truc. Donc, non, en fait, surtout pas. En fait, c'est une bêtise, en fait. C'est une posture d'autorité de base, en fait, qui est là. C'est inconscient dans l'être humain, je pense. C'est même pas une question de vouloir prendre de la place, c'est que c'est inconsciemment dans une entreprise, au moins dans le monde chez les Français. Chez les Anglo-Saxons, ça peut être un peu différent, en tout cas. Moi, je suis plus anglo-saxon dans l'âme, même si je suis français. Donc, si vous vous taisez pas, vous laissez pas la place. Alors, c'est aussi par expérience, je me suis rendu compte que j'avais tout intérêt à pas être là pour que ça marche mieux. Donc, du coup, effectivement, vivre l'entreprise de manière différente. Donc, moi, je vis l'entreprise en écoutant beaucoup, en regardant. J'ai pas de bureau, je suis dans l'open space avec tout le monde. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de vivre l'entreprise comme ça.
C'est pas pour autant que je vais pas dans les salons, c'est pas pour autant que je vais pas avoir des clients, mais je vais pas être l'animateur à l'instant T. J'ai envie de vivre, de ressentir les choses, d'écouter. J'interagis pas directement, ou du moins j'essaye pas. Ce qui n'est pas toujours évident parce que quand vous allez voir un client, le client va pouvoir s'adresser plus au dirigeant qu'au commercial à côté. Mais voilà, ça se travaille en tout cas. Par contre, oui, j'écoute beaucoup et c'est ce qui me permet de me nourrir aussi dans la santé de l'entreprise, me dire est-ce que ça va bien, est-ce qu'elle va bien, parce qu'indépendamment des chiffres, c'est une chose, c'est que ce sentiment que ça se passe bien. Et ça me permet de me projeter aussi, de me dire qu'est-ce qui manque à l'entreprise en interne pour pouvoir atteindre son objectif. Après, je vous dis que je ne pose pas 40 heures par semaine, mais je pense à mon entreprise 24/24. Mais c'est parce que ça fait partie, je pense, de tout dirigeant. Mais voilà, c'est parce qu'on a besoin de la vivre, ça fait partie de soi. Mais il faut s'effacer, il faut apprendre à s'effacer. Enfin, moi, c'est ma conviction, c'est que si on s'efface, on laisse l'opportunité aux collaborateurs, qu'ils soient collaborateurs, managers, directeurs, de s'exprimer. Ils sont bien meilleurs que nous parce qu'ils sont des experts dans leur domaine. Ma RH, elle est bien meilleure que moi sur les problématiques RH. Mon directeur des technologies, ce qu'on appelle maintenant innovation organisation, est bien meilleur que moi sur la gestion de la donnée et de la data. Il ne faut surtout pas que je donne mon opinion. Est-ce que je peux lui dire voilà ce que j'aimerais, ce que j'imagine du futur. Donc, on est très, par exemple, dans l'intelligence artificielle. Je lui ai dit, fais comme tu veux, tu prends par la porte ou par la fenêtre, mais il va falloir que l'intelligence artificielle elle soit dans l'entreprise, d'une manière ou d'une autre. Donc, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, ça fait partie des ingrédients que toute entreprise devra avoir dans ses valises dans les prochaines années. Donc, maintenant, fais, quoi. Et puis, tu me diras, puis après, on peut en discuter. Voilà, donc... après, une question d'ego, je ne sais pas. Je ne me pose pas cette question-là, en tout cas. Comment cette aventure avec Seven, maintenant, a changé votre manière d'être chef? Est-ce que ça a fait évoluer votre vision du rôle du dirigeant entre il y a 7 ans, quand vous avez repris l'entreprise, et puis maintenant, 7 ans plus tard? Alors, sûrement, je dirais. Après, je suis encore en plein dedans, donc... Moi, je suis hyper serein, en fait. J'ai pas de preuve. Enfin, je vis très bien mon aventure, mais parce que je pense que j'ai voulu toujours le vivre sereinement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je me suis préparé pendant 20 ans à ça, et je le vis sereinement. Je dis pas que je réussirai tout, je dis pas que Seven atteindra son objectif, et peut-être que j'y arriverai pas. Mais je ne fais pas une fin en soi. C'est pas grave, en fait, la ligne d'arrivée, on y arrive, on n'y arrive pas. Bon, en soi, c'est pas... Ça ne changera pas. Tant que l'entreprise est toujours debout et que les collaborateurs sont contents, je serai content. Je n'aurai peut-être pas atteint l'objectif ultime, mais ce n'est pas très grave. Tant que c'est pas une fin en soi. Le chemin est important. Oui, voilà, c'est la manière de le vivre. En fait, c'est la manière de le vivre qui est plus important que le résultat en soi. Okay. Après, je suis un hyper perfectionniste, je le sais. Je prône l'excellence, mais parce que j'aime ça. Et c'est plutôt ça qui me cultive que le fait de la victoire finale en soi. J'ai 2 dernières questions pour vous, Alexis. Quelle est votre pratique managériale préférée? Écouter. On ne prend pas suffisamment le temps d'écouter. Je pense que le temps d'écoute est extrêmement important. À partir du moment où on écoute, on répond, on résout, je pense, 95% du problème. C'est ce qu'on dit quand on fait avec un client. Quand on ne l'écoute pas, généralement, on ne répond pas un client, un collaborateur, c'est pareil, c'est 95% d'écoute. Et là, après, généralement, s'il a parlé, généralement, il s'est aperçu qu'il a trouvé la réponse tout seul. Comment est-ce que vous prenez soin de votre santé mentale et physique? C'est quoi votre hygiène de dirigeant? Alors, je fais du sport, pour être bien dans ma peau, me sentir bien physiquement. Je fais attention à ce que je mange. Depuis 6 mois maintenant, j'ai une diététicienne que je vais voir. Alors, je suis gourmand, je suis gourmand, j'aime bien prendre un petit coup de vin, et je m'empêche pas des plaisirs, loin de là. Mais par contre, que j'ai appris que il faut aussi une bonne hygiène culinaire permet aussi de se sentir bien. Et ça s'apprend, en fait, c'est comme beaucoup de choses, ça s'apprend. Donc c'est bien des fois d'être aidé, d'avoir quelqu'un qui vous donne quelques petits conseils. Donc je suis pas là pour faire un régime, je fais pas de régime, mais on va mettre sur des petits détails, Pour gérer votre énergie, pour... de canaliser un peu ce qu'on peut manger à tel moment de la journée. C'est des petits détails qu'on pourrait peut-être trouver dans le livre, mais c'est bien des fois de demander conseil, et ça prend pas beaucoup de temps, et ça permet effectivement de se sentir bien.
Et psychologiquement, alors j'ai pas de psychologue, mais par contre j'échange beaucoup avec beaucoup de personnes et j'écoute, voilà, et j'essaie intellectuellement de me remettre en question. Mais je me suis posé la question à un moment donné d'avoir aussi un coach mental pour échanger, discuter, parce que comme je vous l'avais partagé lors de cette interview, c'est on n'a pas, quand on est dirigeant, quelqu'un au-dessus de vous pour vous écouter. Donc à un moment donné, il faut aller chercher cette personne-là. Ma famille, c'est pas l'endroit. Non. Donc c'est pas à eux d'entendre mes problèmes, etc., ou mes ras-le-bol que je pourrais avoir en fin de journée. Donc oui, j'y ai pensé. Bon, pour le moment, j'ai pas eu le sentiment, mais en tout cas, c'est une réflexion que je me suis faite à un moment donné pour d'avoir une équipe autour de moi qui puisse m'aider. Donc j'ai des équipes techniques qui sont des avocats, évidemment, des experts comptables ou des banques d'affaires qui m'aident effectivement sur la gestion plutôt technique de l'entreprise. Mais surtout le côté préparation physique, mentale et diététique. Je pense qu'un dirigeant a intérêt à le faire, ne serait-ce que pour se sortir bien, parce que c'est une pression. Hein. Enfin, faut vivre avec cette pression qui est quand même présente 24/24, même si vous travaillez que 40 heures par semaine, malheureusement. Parce que vous n'avez pas de vacances. Enfin, vous avez des vacances et pas de vacances quand vous êtes dirigeant. Parce que même au mois d'août, au 15 août, s'il y a un problème, on vous appelle. Vous dites que vous ne travaillez que 40 heures par semaine et en même temps que vous pensez à votre entreprise 24 heures sur 24. J'ai interviewé Caroline Poissonnier, qui est la directrice générale du groupe Baudelaire dans le nord de la France, qui elle me dit, en fait, moi, à partir du moment où je me lève, je considère que c'est du temps de travail. Et jusqu'au moment où je me couche, qu'en fait, elle dit, moi, je travaille tout le temps et en même temps, je travaille jamais. C'est bien cette curiosité et en fait, ce que vous voyez, ce que vous lisez, etc. Et moi, je prends plaisir. Je suis en vacances, j'ai lu des bouquins sur l'économie, mais je prends plaisir à ce que je fais parce que ça me nourrit. Et à la fois, c'est un temps de détente et c'est directement un temps de travail. Mais c'est pas pareil. Vous n'êtes pas au bureau en train d'animer vos équipes ou derrière vos emails, etc. Ce que je retiens, c'est l'intention que ce chemin soit serein, soit plaisant pour vous, et derrière plaisant pour vos équipes aussi. Faut pas que ce soit une contrainte. De toute façon, j'aime pas la contrainte, donc de toute façon, je fais tout en sorte que ce soit jamais une contrainte. Okay. Est-ce que vous avez un dernier message pour les chefs qui nous écoutent ? Je dirais qu'il n'y a pas de recette miracle. Après, je pense que c'est du travail. Et je pense que plus on se connaît bien, mieux on le vit. Donc il y a un vrai travail, je pense, personnel à faire. Pas essayer d'être quelqu'un d'autre, il faut essayer d'être soi-même. Ce qui n'est pas toujours facile, je le reconnais, parce qu'on a quand même un rôle particulier dans l'entreprise. Mais il faut essayer d'être soi-même, puis les autres vous accepteront pas. Et à partir du moment où on est en ligne avec ce que l'on veut être, je pense que le reste suit. Merci beaucoup, Alexis. Merci, Sophie. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Chef. J'espère qu'il vous a été utile pour mieux vivre votre rôle de chef si épanouissant mais aussi si complexe. Merci pour votre soutien et pensez à vous abonner à la chaîne du podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça vous permettra d'être informé à chaque fois qu'un nouvel épisode est diffusé. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter que j'envoie un vendredi par mois. Et si vous avez des questions, je vous rappelle qu'il y a le répondeur de chef sur lequel vous pouvez laisser des messages vocaux. Et j'y réponds soit directement par email, soit par l'intermédiaire d'un épisode de podcast quand votre thème concerne plus de monde que vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.